Voilà, donc c'était l'anthropologie du numérique. Je voulais juste faire une petite intro que je n'avais pas fait lors des journées. Quand, euh, quand j'interroge l'anthropologie de, d'une culture, que ce soit la nôtre, ici à Paris, ou celle où j'ai vécu en Afrique, puisque j'ai été amenée à l'interroger, ou celle du numérique qui est en train de bousculer aussi bien l'Afrique que l'Occident, euh, c'est pas par simple vue de l'esprit, c'est avec une idée bien précise. C'est-à-dire que je me confronte en tant qu'être humain, en tant que sujet d'un discours, aux, aux sociétés dans lesquelles j'interviens, auxquelles j'appartiens. Et c'est aussi en interrogeant cet humus social que j'interroge dans ce regard de la société à laquelle j'appartiens, l'acte même analytique qui est le mien à cet endroit-là. En me basant, en me servant de toutes les recherches sociales, anthropologiques, historiques, qui ont été faites par d'autres que par moi, c'est-à-dire qui excèdent les discours de la psychanalyse. Je n'ai pas dit le discours de l'analyste, j'ai dit les discours de la psychanalyse qui sont en son dehors et auxquels ces discours de la psychanalyse, comment s'y apparient-elles, comment vont-elles pénétrer ces sociétés. Alors c'est de loin, ça n'a pas l'air d'être une interrogation clinique, mais c'en est une, c'est une interrogation de mon acte. Rosine et Robert Lefort me posaient cette question dans leur préface à mon livre sur les lieux d'accueil. Et je suis longtemps passée à côté. Certes, ce n'est pas le social qui peut donner l'objet du désir, hein, l'objet analytique, ni même en interdire l'accès. Il s'agit, et c'est toute l'éthique de la psychanalyse, de faire en sorte qu'un acte laisse le sujet dans sa division. Mais est-ce possible dans le transfert au quotidien? Alors, j'ai trois parties pour ce travail d'aujourd'hui. Premièrement, les effets du numérique. Qu'est-ce que c'est que ce discours numérique et comment il s'y constituerait une forme particulière de lien social. Deuxièmement, cette forme particulière-là m'a amené à interroger la pulsion de mort. Et troisièmement, ce qui peut-être fait défaut dans cette découverte qui finalement ferait penser à l'homme qu'il est tout puissant, c'est-à-dire l'autre paternel et le numérique. Les effets du numérique. Les chercheurs qui interrogent les rapports des hommes à la société modifiés par le numérique soulignent tous les mêmes transformations de nos perceptions du temps, de l'espace et nos relations à autrui. Tout de suite une incise, je mettrai sur WhatsApp, sur le WhatsApp où on le fera passer dans le groupe Google, la bibliographie sur laquelle je m'appuie parce que tout n'est pas rentré dans le texte. Donc, je vais regarder cette question, donc, de ce que nous disent les chercheurs, des modifications, transformations de nos perceptions du temps, de l'espace et de la relation à autrui. À travers trois séries, Le Baron Noir, D'argent et de sang et La fièvre, que je vous encourage toutes les trois à vivement regarder, car elles soulignent le malaise dans la civilisation contemporaine. Le Baron Noir. Ils mettent en scène les politiciens des années 80. On peut les regarder dans ce sens-là, les trois séries. Hein. D'abord Le Baron Noir, ensuite D'argent et de sang, et ensuite La fièvre. Les dates correspondent, hein, 1980, les années 2000 et La fièvre 2023. Le Baron Noir met en scène des politiciens des années 80 quand le militantisme des grands débats de société laisse la place aux manipulations,
lancés dans les médias pour influencer les électeurs. Progressivement, les débats sur les choix de société se déplacent vers le spectacle, scandale, les jugements d'autrui et la manipulation des sentiments. L'affect des idées préconçues sur les besoins des personnes au nom d'un savoir médico-psy sur l'homme deviennent la boussole de vérité indiscutable détenue par chacun sur le bien et le mal, en miroir anthropomorphique d'autrui, et enterrent les interrogations communes sur la vie. Une affirmation soutient alors les dialogues. On, les médias, les politiques, l'administratif, les industriels, les enseignants, doit satisfaire aux demandes, besoins, désirs de chaque individu. Dans ce monde prisonnier de cet idéal tacite, l'autre doit combler chaque manque individuel, réparer tout dommage, peu importe les rapports de chacun aux vérités de l'existence, puisque celles-ci ne sont pas travaillées, mais sous-entendues, et nul ne les interroge plus. Du moment que l'autre social est efficace à permettre les réalisations individuelles. Ainsi s'installe un lien où dominent les relations en miroir avec leur violence. C'est à moi, pas à toi. Les discours dont on partageait ensemble la logique, la sémantique des mots et leur construction grammaticale se diluent. Il n'y a plus de discussion politique possible. C'est il est comme si, tu es comme ça. C'est bien, t'es pas bien. Ils ne se produisent plus, ils ne produisent plus ces mots du tu à toi. L'institution imaginaire de la société, telle qu'avancée par Cornelius Castoriadis, cette vérité partagée où se jouent et s'inventent les espaces symboliques nécessaires à éprouver un sentiment de réalité dans une communauté de langues et de discours. D'argent et de sang. Alors, je fais simplement référence à ce qu'on a vu dans les années 80, à la dilution de tous les discours militants et toutes les appartenances militantes où l'on discutait la politique, dont on voit aujourd'hui l'aboutissement en querelle de tu à toi dans LFI et le RN. D'argent et de sang met en scène, donc c'est le deuxième film, deux petits escrocs de Belleville qui réalisent une fraude à la TVA sur les quotas carbone. Internet permet les flux bancaires instantanés et la fortune immédiate. On est dans les années 2000. C'est le début aussi de cette invention monétaire d'Internet. Bref, la destruction de l'espace et du temps sont là accomplies. Sans passer par un travail des mots, du savoir et des liens incluant une dette d'amour, la jouissance du chiffre vide de sens, sans discours, s'avère absolue, enfiévrée de puissance psychique, physique, sexuelle et sociale. La tentation hypermoderne d'une absence de toute adversité face à la loi serait réalité. La débrouille sans interrogation existentielle fait un usage fantasmatique et fantastique des choses dont le numérique est l'outil. La fièvre. Suite à un coup de tête, donc c'est le troisième film, suite à un coup de tête de son entraîneur, en lui disant « sale toubab », blanc en wolof, un footballeur provoque un embrasement médiatique. Sam Berger, l'héroïne communicante de l'agence Kairos, répète avec ses études quali, statistiques, probabilités et pronostics, des signes d'un basculement social généralisé. Elle est face d'une part aux militants de la boucle écologique et d'autre part aux partisans du port d'armes pour tous. Là, vous voyez, le tu à toi est constitué. Boucle écologique, partisans du port d'armes. Chacun brandit un même désir, derrière des mots différents, celui d'une justice pour tous comme marque et moyen d'humanisation. Si les joutes sociales, gauche-droite,
contre la domination sont présentes dans la série, c'est en tant qu'objet, puisqu'elles s'annulent en ayant la même dénonciation. La tyrannie, inefficace de l'autre, à satisfaire les besoins de chacun, réduit aux objets délestés de toute dimension symboligène. Je le reprends. L'objet s'annule dans cette série-là. En tant qu'objet, ces deux théories s'annulent en tant qu'objet de discussion, puisqu'elles ont la même dénonciation, FN et LFI. Elles dénoncent toutes les deux la tyrannie inefficace d'un autre à même de satisfaire les besoins de chacun étant réduits aux objets délestés de toute dimension symboligène. Elles ne sont donc pas là, ces objets, comme opérateurs et liens d'une pensée sociétale qui, elle, nécessite d'autres ressorts que ceux de la lutte en miroir pour la domination du terrain. C'est en cela que la série nous intéresse. Du début du Baron Noir jusqu'à la fin de la fièvre, l'ordre des discours qui tissent les liens sociaux se fige. D'une bataille d'idées qui interrogeait, ne fût-ce qu'à leur horizon toujours repoussé, l'essence de la vie. C'est un discours technique et pragmatique, efficace au nom de la science, qui établit une relation ubiquitaire entre les mots des besoins et les objets qui y conviendraient. Les sciences humaines, détournées de leur éthique, doivent être efficaces à cet endroit pour atteindre les buts fixés par l'intelligence, éventuellement artificielle. Le numérique, par sa puissance de calcul et de diffusion, donne alors une force violente et démultipliée à ceux qui en détiennent les clés. Un monde clos se referme sur les protagonistes, coincés dans le miroir de cette illusion d'efficacité. La fièvre de la vertigineuse quête de vaincre l'altérité honnie de l'autre, parfaitement identifiée dans les figures numérisées, s'empare de chacun. Le temps se précipite jusqu'à l'étouffement. L'espace se dilate jusqu'à effacer l'horizon. Les autres sont tous les mêmes, identiques à leur figure normée et commerciale, mais aussi incertains, influents et influençables qu'inconsistants. Il n'y a plus de vérité, institution imaginaire du social, elle devient celle du fantasme de chaque sujet et volonté de maîtrise du monde et des autres. C'est très, très visible, par exemple, chez quelqu'un comme Trump. Il voit le monde à l'aune de son seul fantasme. Les liens, comme la seule chose ce qui est très étonnant, c'est qu'il a quand même quelque chose qui l'arrête. En cela, il n'est pas fou. C'est-à-dire que quand il perd des bénéfices, il arrête un peu de déconner. Les liens commerciaux et politiques deviendraient techniquement contrôlables grâce à la technologie mise en place sans discours. Je viens de parler de Trump, on peut relire la phrase. Les liens commerciaux et politiques deviendraient techniquement contrôlables grâce à la technologie mise en place sans discours. La psychologie des masses comme des individus se fait l'alpha et l'oméga d'un pouvoir programmable numériquement par l'intelligence artificielle. Que s'est-il passé? Comment s'est produit ce retournement des limites portées aux sciences par l'horreur des deux guerres mondiales? Comment est-il venu mettre la psychologie à la place de l'eugénisme pour finalement annuler avec son consentement l'homme à qui elle veut tant de bien? Tous les auteurs, Éric Sadin, François Laplantine, Olivier Servet, je cite que ces trois-là, relèvent cette accélération du temps, cette disparition de l'espace, cette attache à l'objet de jouissance et cette suppression exacerbée des autres et de leurs différences. Milad Douéhi, dans Humanité numérique, va jusqu'à penser une raison computationnelle. Et j'ai vu quelqu'un sur Internet penser l'affectivité de l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé, je lui ai répondu, peut-être, après tout,
peut le laisser rêver, mais à quoi ça servait? À quoi le fait d'élaborer une théorie là-dessus, ça pouvait bien lui servir? Tous prennent acte, il ne m'a pas répondu. Tous prennent acte de ces nouvelles constructions imaginaires de la vie des hommes et de cette utopie computationnelle. Parce que l'intelligence artificielle, aussi bien que le numérique, ne sont que des constructions imaginaires de la société. Donc, prenons la pulsion de mort, parce que c'est là-dedans que ces trois choses s'inscrivent. René Caès écrit dans cet espace clos et dans ce temps figé par le traumatisme, l'utopie refoule la pensée du mal. Elle ne veut connaître que le bon et le bien. Toutes les utopies ont comme berceau une catastrophe, une mutation, un désastre, qu'il soit naturel, économique, politique, technique, culturel ou civilisationnel. C'est la fin de la citation de René Caès. Fuyant la catastrophe, les utopistes s'assemblent pour un retour au paradis perdu de l'infantile, d'avant la parole, compréhension absolue de la mère qui se passe des mots pour combler son enfant, comme si le retour dans ses bras, hors temps, hors espace, hors parole, hors manque, était possible sans être réenglouti dans l'inexistence d'avant, sans voir que son existence même de sujet si dissous dans le désir de l'autre, les utopies construisent des systèmes où la mort organise le lieu et l'histoire qui se fige dans un idéal qui tue la vie. Ainsi, l'autre de ces utopies, de Thomas More à Fourier, serait dans le rêve absolu à la satisfaction aliénante des individus. Mais dans nos trois séries, le paradis n'est pas rêvé. Il existerait. Voilà le monde numérique. Il a la fièvre de ne jamais faillir, ni manquer aux réjouissances. Les individus sont morts en tant que singuliers. Ils sont des identités rivées à la croyance en eux-mêmes, image de pure, pour laquelle ils se bagarrent. Ils sont les objets d'un discours économique et commercial, des marionnettes qui ne pensent pas, manœuvrées par les statistiques de machines comptables qui programment efficacement leurs actions et leurs besoins-désirs. Le pire étant que la machine parvient, plus souvent qu'à son tour, à donner ce qu'aucun n'a jamais pensé vouloir. C'est-à-dire que la vantardise de ces calculateurs, c'est que les statisticiens et autres lieux d'enquête générale ne se trompent pas toujours. Avec le discours scientifique qui ne se pense pas non plus et qui de ce fait-là n'est pas la science, comme garantie des identités numériques, la pulsion de mort s'impose dans ce dépassement de toute limite. La loi, les autres, les paroles ne comptent plus, sauf à être utilisées pour sa propre gloire. Ces utopies réalisées sans mettre en lumière des mondes dont la pulsion de mort finit au nom d'une vérité hypostasiée par détruire l'humain. Ces utopies se cultivent en miroir de leurs rêves pour ne pas s'avouer que seule l'irréalité du rêve crée l'enchantement. Troisième voie entre deux formes d'utopie, bons écologistes contre méchants porteurs d'armes, Sam Berger, héroïne de la fièvre, sait que ces deux extrêmes ont la même figure mortifère. En son regard, elle reste présente et cherche à dérouler des mots, du jeu, de la pensée sur les chiffres, des ordinateurs, un chemin de symbolisation qui, lui, ne cesse jamais de ne pas s'écrire tout en s'écrivant et qui, heureusement, lui échappe. Ici vient son embarras pour redessiner un sens en creux, une offre à dire autre chose que des assertions techniques et numérisées, à ses belligérances mortelles autant que vaines. Elle sait que nul ne fait le poids face à toute cette violence des hommes qui, pour fuir, masquaient leur angoisse de la séparation, leur angoisse du manque, c'est-à-dire que quelque chose ne convienne pas à ce qu'ils veulent, croient pouvoir, par la force, s'assurer d'une toute-puissance qu'il n'est donné à personne de posséder de son vivant.
C'est bien pour ça qu'il y a des illusionnistes du pouvoir qui croient pouvoir le donner. Encore et toujours réouvrir les choix entre mort réelle et mort symbolique, entre chemin de vie ou route vers la mort. L'autre paternel est le numérique. Le défaut d'autre est noté par tous les chercheurs. Il est dans l'évacuation des petits autres dont l'altérité insupporte le narcisse replié sur lui-même. Mais il est aussi dans l'absence d'un autre avec un grand A, préposé au symbolique, ce que remarquent particulièrement deux auteurs, Dominique Quesada et Byung-Chul Han. Pierre Bercouche, dans son article La révolution numérique, situe dans l'architecture langagière ce lien situe il manque un mot, des liens sociaux comme effet de l'homo psychologicus généralisé dans lequel, au nom des sciences humaines, chacun croit pouvoir dire tout ce qu'il sait de ses compères, tout ce qu'on doit faire pour eux. Il sait tout, puisque les vérités d'existence ne font plus question partagée au-delà des rêves et que les machines les savent. Impossible dans une conférence de développer avec précision ce point crucial. Je vous renvoie à mes travaux dans mon dernier livre, voilà, Le malheur des hommes. Cette architecture de la langue, de l'homo psychologicus, en gros, ce que dit ma phrase précédente est boiteuse, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la citation qui a sauté. Ce que dit Pierre Bercouche avec Dominique Quesada et Byung-Chul Han, c'est que après l'eugénisme, grosso modo, ce à quoi on assiste, c'est que c'est l'homo psychologicus qui oriente via l'essence humaine la construction du lien social. Je vous renvoie pour ça à mes travaux donc dans mon dernier livre. Cette architecture de la langue de l'homo psychologicus marque le défaut d'une représentation d'un autre légitime au discours dans les liens contemporains. Défaut d'un autre représentant des représentations culturelles versus paternelles. Cet autre est distinct de l'autre maternel. Cet autre paternel se fait l'intermédiaire nécessaire à l'enfant pour accéder à la figure du père comme symbole métaphorique du désir de la mère, désir de l'autre de la langue, pour accéder donc à la symbolisation du manque qu'il y attache et laisser son fantasme prendre sa fonction d'objet voilé. Ce papa, cet homme, figure du père imaginaire, se représentant des représentations, donne transitoirement corps, appui, contenant à ce que c'est qu'être un homme ou pas. Il dessine en mots et en actes ce qu'ils ne peuvent énoncer, ce que les mots et l'acte ne peuvent énoncer. Quel il est et quel est le monde et ses entours. Avec la boiterie des mots, le papa-père donne au fils à penser l'être, le sujet, son lien à sa mère, la sienne ou celle de l'enfant, auquel celle-ci est logiquement aveugle, et au-delà par rapport à l'autre de la langue qu'il parle et qui le parle. L'égocentrisme, enfin, pour le dire autrement, le papa-père est celui qui introduit, qui offre à l'enfant ce discours que l'on a vu disparaître depuis les années 80 et qui constituait un mode de lien où le adulte et enfant est un mode de lien dans le lien social, un discours qui permettait de discuter ensemble et les modalités du lien social et ce que c'est qu'être un homme ou pas. Et on voit que progressivement, ça a été évacué au profit de l'idée que la science, l'homo psychologicus, c'est-à-dire la science des hommes, la science de l'homme, permettrait à tout un chacun de savoir par-devers lui ce que c'est qu'être un homme ou pas. S'il le sait que par-devers lui, sans en avoir fait d'études, avec quelques autres aussi, il ne sait que son fantasme, et pas plus loin que le bout de son nez. L'égocentrisme impensé des psychologies de salon, savoir percher sur le seul individu, personne, sujet objectivé hors tout lien,
seul dans ses évolutions ontologiques, aux prises avec des agressions venant de l'extérieur, évacua la dimension du discours, là où pour devenir sujet de son existence, l'enfant est confronté aux représentations imaginaires de lui-même dans les discours des liens de filiation et d'affiliation, donc aux interrogations de ce que c'est qu'être un homme ou pas, et comment on le devient dans ce monde-là, partagé avec l'homme père qui le lui transmet. Les psychothérapeutiques contemporaines campaient sur un savoir psychogénétique de bazar et sur la croyance qu'à cet endroit le mot colla à la chose, supposèrent l'engendrement de l'individu indépendamment de sa prise dans les discours de sa langue, hors histoire. Or, nul n'entre dans les discours du monde tout seul. Les enfants tiennent leurs mots de l'autre maternelle, là, le très joli livre de Catherine Alain Vanier qui vient de sortir, et dans les discours du monde, leurs idées d'un représentant légitime des représentations sociales qui ne peut aisément être la mère, puisque d'une certaine manière, elle est cet objet lointain, souvenir et objet du deuil dont on discute en société. Alors, Catherine et Alain, ce n'est pas l'objet de leur travail, mais éminemment, c'est l'objet du mien et depuis fatigué, comme disent les Africains. Depuis que j'écris, depuis mon premier livre, puisque j'ai mis en exergue la citation de Rosine et Robert Lefort. Ce papa-père, ce représentant légitime des représentations, dans le meilleur des cas, répond à demi-mot à l'imaginaire question des origines prononcées par l'enfant, en l'obligeant à une généalogie du penser l'homme, où il n'était pas, et dont la grammaire de la langue, autant que sa sémantique, ne peuvent être exclus du partage entre la vérité intime fantasmatique du sujet et les représentations spatio-temporelles de l'homme et de son monde qui vont le parler dans le désir de cet autre père avant qu'il ne s'exprime avec les mots que celui-ci lui aura transmis. Se déplie dans cet acte le transitivisme père-fils, où le fils accuse le père de son propre fantasme et qui inaugure leur rencontre autour des enjeux de vérité du fils comme fils et du papa comme papa-père, les enjeux donc du sentiment de réalité à travers lequel tous les deux ils fondent l'acceptation de leurs mutuelles ignorances. Car c'est bien une ignorance qui se transmet et pas un savoir qui permettrait de maîtriser le monde des liens et la manipulation de tous les autres. Ça, c'est le bébé qui pense ça. Cette idée est sous-jacente chez Pierre Bercouche. Elle lui permet d'écrire cette synthèse des mots du numérique. Le mouvement individuel d'émancipation et de contestation des institutions est certes millénaire, et voilà longtemps qu'il ne se limite plus aux sociétés occidentales. Mais la révolution numérique l'accélère et réalise la parabole de suffisance ontologique de la sphère terrestre que Marcel Gauchet avait décrite à travers son analyse de la sortie de la religion. Comme le disent Collin et Verdier, les enfants du numérique se méfient des institutions, elles ont perdu l'essentiel de leur actif, leur autorité symbolique. Avènement d'un âge post-symbolique, confirme Éric Sadin, après Lipovetsky, important à dire, d'un monde sans autre, selon Dominique Quesada. C'est le thème de la déverticalisation et de l'horizontalisation humaine, annoncé il y a 20 ans par Nicolas Negroponte. Internet va aplanir les organisations et décentraliser l'autorité. De fait, le Web 2.A a ouvert la voie à l'horizontalisation massifiée des relations entre individus sans autre légitime des discours. Désormais, le monde est plat, résume Thomas Friedman. La seule différenciation n'y sera bientôt plus symbolique, présentification de l'absent et manque d'un et de l'autre père, mais tiendra à ce qui sépare le réel et le virtuel. Pour combien de temps encore, tant l'interpénétration des deux progresse. Fin du règne des normes anthropomorphiques, début du règne des normes numériques, fin de l'ontologie issue de l'essence grecque, avènement des ontologies informatiques. Code is law, avertissait déjà Laurence Lessinger.
Il conclut finalement avec Jean-Pierre Lebrun et la psychanalyse, sans dégager ce qui peut tourmenter l'analyste dans ses rencontres, où le transitivisme est à l'œuvre en société. Jusqu'à présent, nous avions fait porter au père comme symbole l'impossibilité de la jouissance pleine et immédiate. Ce monde-là est derrière nous, prévient Jean-Pierre Lebrun. Personnellement, je dirais mis de côté, laissant pour l'heure le champ aux violences rivalitaires. Le numérique nous fait entrevoir un univers qui serait enfin connaissable, plein et immédiatement accessible. Plus qu'un tournant en lui-même, l'univers numérique apporte la pierre de touche à une évolution longue de l'Occident, celle de la destitution récurrente des figures unaires de la transcendance. Dieu, le roi, la nation. Elles se sont succédées. Évolution qui a introduit au moyen d'un dévoiement des sciences humaines et de la publicité du consumérisme comme vecteur des liens, a placé la pleine liberté individuelle au cœur d'un projet social, inconscient de sa récusation, des savoirs de l'expérience, des rapports du sujet à l'autre des discours et de sa promotion d'une puissance réduite à la force physique et verbale pour posséder l'objet de sa convoitise, s'épargnant la solitude et la responsabilité d'une mesure commune des droits et des devoirs de chacun, l'obligation de penser la vie, de penser le monde. Avec le numérique qui répondrait à la place de l'homme, c'est la présence pacifiante, faillible de ses représentants qui fait défaut pour ouvrir au sujet un accès au père comme symbole du manque, qui lors se trouve englouti dans la réponse anonyme de la machine aux besoins désirs des individus établis selon des récurrences psychocalculables par des algorithmes. Dans ce monde 2.0, dont la langue est efficace, finit l'autre maternel manquant à la demande, finit l'autre paternel, inégal aux vérités signifiantes. La langue est devenue, nous dit Éric Sadin, une langue morte, nécrosée par ses dimensions asubjectives, probabilistes et indéterministes, faisant des hommes des trépanés délestés de leur génie humain, avachis sur leur canapé. Ils sont prompts à se voir à la fois donner sans délai ni demande tous les matériaux nécessaires à leur survie, avant même qu'ils aient pensé et imaginé un désir au-delà d'un nom. Ils baignent pour certains jusqu'à s'y noyer dans une novlangue juste orientée par les circuits économiques de quelques machines industrielles du capitalisme mondialisé. La mystique républicaine se trouve supplantée par la parole devenue inutile à l'homme, foreclose par le réel décablage, sorte de Dieu qui a réponse à tout, avant même que la moindre question surgisse. Oui, l'autisme et les hyperactivités, comme les dépendances toxiques, sont bien les mots qui engourdissent notre début du XXIe siècle. On voit dans la clinique la jeune génération rencontrée au milieu de ces excitations, de soirées festives, une difficulté massive pour articuler deux mots, d'une pensée dans un lien relationnel à l'autre présent et qu'il est venu consulter. Oh, juste une anecdote, enfin, un des derniers analysants qui vient voir, il est en analyse de finance, il va finir son master 2 et il ne veut pas le finir. Il me dit, mais je ne sais pas à quoi ça sert, mais je ne sais pas s'il y a autre chose qui servira à quelque chose. C'était sa première séance. On verra s'il trouve quelque chose. Il a déjà une partie de la question. C'est peut-être aller un peu loin dans la prospective, mais les fictions ne sont jamais vaines. Ma longue expérience de l'expatriation en Afrique m'a enseigné à mes dépens que la langue parle les hommes plus que ceux-ci ne la parlent et qu'ils mettent leur vie à s'extraire des figures imaginaires dont ils sont aujourd'hui d'autant plus joués qu'elles étalent leur représentation imagée et mouvante au pouvoir anthropomorphique coaptant sur tous les murs des villes jusque dans l'intime de leur lit où elles leur répondent quand ils reposent face à leurs écrans multiples. Les linguistes nous enseignent que la logique de chaque langue, dans ses grammaires et sémantiques, véhicule à la fois ce que c'est qu'être un homme ou pas et comment on le devient au-delà du lien maternel, dans l'espace des paroles d'un autre père ou ancêtre. Elle contient l'impensé de chaque culture qui, dans ses certitudes, recèle au-delà de son horizon les vérités inconscientes de chacun de ses habitants. C'est-à-dire que les langues, elles sont en quête, toutes, elles tournent toutes autour de l'aporie.
C'est-à-dire qu'elle cherche à répondre à cette question sans jamais y parvenir. C'est peut-être aller un peu loin, mais cette prospective a l'avantage de nous pointer la structure d'une langue 2.0, dont l'homme s'exclut volontairement ou inconsciemment lui-même et qui pour l'heure fait dériver ce nouveau monde sans aucun regard sur lui-même et ce qu'il produit, c'est-à-dire que ces langues, elles croient qu'elles détiennent l'annulation de cet aporie, qu'elles sont des langues qui vont dire le tout du tout. Alors, je terminerai avec Lacan. Vous voyez bien comment dire le tout du tout, c'est annuler le temps, l'espace. Et voilà. La conclusion de son article, l'agressivité en psychanalyse. Chez l'homme affranchi de la société moderne, voici que ce déchirement révèle jusqu'au fond de l'être sa formidable lézarde. C'est la névrose d'autopunition, avec les symptômes hystéricaux, hypochondriaques de ses inhibitions fonctionnelles, avec ses formes psychasthéniques de sa déréalisation de l'autrui et du monde, et avec ses séquences sociales d'échecs et de crimes. On ne peut pas mieux résumer. C'est cette victime, il écrivait ça en 1936, c'est cette victime émouvante, évadée d'ailleurs, irresponsable en rupture du banc, qui voue l'homme moderne à la plus formidable galère sociale que nous recueillons quand elle vient à nous. C'est à cet être de néant que notre tâche quotidienne est d'ouvrir à nouveau la voie de son sens, dans une fraternité discrète, à la mesure de laquelle nous sommes toujours trop inégaux. Cette conclusion dit la fonction trop oubliée de l'analyste dans les liens en société, celle d'une présence dans laquelle, en toute ignorance, Sam Berger, héroïne de la fièvre, ou Simon Weinacher, le héros d'argent et de, je sais pas, bref, le deuxième, se débat en parlant sur le fond d'un silence obstiné. Tous les deux, ils sombrent de plus en plus dans le silence pour ne pas participer des querelles de ces discours trop bien entendus, trop certains, trop assurés de leur fond. Au fond d'elle-même, au fond de lui-même, elle sait, comme tout représentant des représentations, qu'aucun mot ne colle à la chose, pas plus dans la sémantique des liens sociaux que dans le transfert à l'intérieur de la cure. Elle sait son impuissance. Elle sait que l'objet de cette transmission est le manque, qui en passe d'abord par le désir comme manque de ses représentants. Il n'y a pas d'autre manque que celui-là, que le désir de l'autre, impossible à faire autrement que le clin d'œil qui s'attrape dans une rencontre est juste une signature, mais dont on n'aura jamais aucune certitude et qui est tellement mouvant qu'il pourra prendre une autre tournure la fois d'après. Ce désir comme manque de ses représentants, seul à ouvrir l'accès aux représentations du Père comme symbole du désir de la Mère. Dans cette rencontre, s'il le peut et le veut bien, le sujet naît comme sujet des discours qui véhiculent l'art de penser et les sentiments fugaces des réalités imaginaires de sa culture qui le lie aux proches qui la lui transmettent. Comme M. Jourdain, Sam Berger ou M. Bacher font de la prose sans le savoir, là où l'analyste est prié d'en savoir quand même un petit quelque chose de cet inconscient qui, invisiblement, dans les discours, dans la langue, scelle les mots des liens et mène chacun dans ses soupirs par le bout du nez. Que la transmission de l'acte soit visée ou pas, visée par l'analyste en société, au hasard, par celui qui va avoir un bon mot auprès de celui qu'il rencontre, sauf s'il s'en défend. Chacun sait que nul discours ne détient la vérité du monde, prêt à porter, que ce soit celui des psychanalystes dans leur transmission ou celui des liens sociaux dans la leur. Le désir de transmission navigue au fil de nos paroles, marquant de sa recherche
les discours et les langues incapables par structure de combler l'angoisse du manque inhérente à la naissance du sujet dans le discours de la science. Et ce n'est pas l'affectivité de l'intelligence artificielle qui changera quelque chose à cet endroit-là. Car d'intelligence, elle n'a que l'artificiel. Je vous remercie de m'avoir écouté.